Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Ravi de vous revoir également pour cette conférence extrêmement intéressante sur tout ce qui est instantanéité. Pour me présenter, donc je suis Arnaud Crouzet, vice-président consulting chez FIM. On va avoir une discussion passionnante autour des instant paiement, de l'instantanéité et comment améliorer l'ensemble du parcours client. Quelques mots rapidement sur FIM. FIM est une société internationale d'origine française. Et FIM est un cabinet de consulting avec une particularité. Nous avons également des tests et des laboratoires. Ce qui nous permet d'avoir une vision très profonde du domaine des paiements, depuis l'aspect business, depuis l'aspect stratégie, business sur le domaine des paiements, mais jusqu'à la réalisation, jusqu'aux tests, aux certifications. Ce qui nous donne un atout énorme lorsqu'on va faire des missions de consulting, puisqu'on sait déjà ou on a une information de ce qui se passe à la fin, pour être le plus pertinent possible. Ayant cette vision globale, on va travailler avec l'ensemble des différents acteurs de la chaîne des paiements, les réseaux de cartes, les banques, les vendors, les processeurs, les marchands. Nous sommes neutres et nous faisons en sorte d'avoir vraiment une approche qui réponde aux besoins du client. Par rapport à cela, donc on a étudié, par rapport à notre sujet, nous avons étudié les instant payment, nous avons travaillé déjà dessus depuis pas mal de temps. Et je vais demander à Mathias Destrade, directeur consulting, de pouvoir nous présenter rapidement l'environnement du domaine des instant payment. Merci, bonjour à tous. L'instant paiement, de quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, nous parlons donc d'instantanéité. Qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur ? Aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui veulent tout de suite, maintenant. Ça se traduit de différentes manières. On veut payer tout de suite, avec le moins de friction possible. On veut recevoir ses produits tout de suite. En cas de problème, on veut être remboursé tout de suite, avoir des politiques de retour simple. Du coup, ça nécessite que les compagnies, les entreprises, les commerçants s'adaptent également à ces comportements de consommateurs. Du coup, nous allons parler de paiement instantané. Au niveau de l'Union européenne, la Banque centrale européenne définit l'instant payment comme étant un virement instantané émis pour le compte d'un client et sous 10 secondes. Effectivement, le réseau SEPA a mis en place la partie instant payment en 2017, a commencé avec plusieurs implémentations qui ont été mises dans différents pays. Et on sait également que maintenant, la Commission européenne et les différents organismes de régulation veulent davantage faire de l'instant payment au niveau de l'Europe. Les institutions estiment que l'on n'avance pas assez vite sur cette mise en place. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir ensuite dans l'ensemble du panel et de la discussion. Donc il y a différents types de montants qui ont été définis, ce qui est intéressant aussi par rapport au domaine de la carte, puisqu'on va pouvoir faire des instant payment sur des montants beaucoup plus importants. Donc du coup, des cas d'usage également beaucoup plus personnalisés et différents que ce que l'on a au niveau de la carte. Le temps, 10 secondes. Alors, par rapport à la carte, on entend souvent dire que la carte est instantanée, mais les fonds ne le sont pas. Ici, on est vraiment sur 10 secondes en instantané. Donc réellement, de pouvoir faire un paiement avec les fonds qui sont reçus. Si j'ai 10 € à donner à quelqu'un, je vais les donner 10 € en espèces et la personne les a. Si je ne peux pas le faire avec de la carte, il y a d'autres moyens de paiement, un chèque, etc. Ce n'est pas du tout terrible dans ce cas-là. Avec le instant payment, je peux lui faire, il les a tout de suite et réutilisable. Et bien sûr, un système qui est disponible 24 heures sur 24, en permanence, et donc y compris le week-end. Les virements classiques ne sont pas forcément les week-ends, donc il y a des délais aussi. Il y a des J+1, +2, +3 selon les banques également. L'instant payment, c'est global. On aura l'occasion d'y revenir. La France peut avoir une vision parfois étriquée du domaine de l'instant payment. L'instant payment est vraiment une démarche totalement internationale. Et on le trouve dans pas mal de zones, de pas mal de pays. De même, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là tout à l'heure. Une forte croissance, et si on zoome un peu plus sur l'Europe, donc une forte croissance qui est pourtant jugée insuffisante, mais le petit point là, c'est de voir la France, 3%. Donc on est extrêmement en retard au niveau du marché français sur les instant payments.
Donc il y a plein de questions que les différents acteurs ont sur le domaine de l'Instant Payment, d'un point de vue des retailers, d'un point de vue des réseaux de cartes, d'un point de vue des banques centrales. C'est un vrai sujet d'actualité. Beaucoup d'acteurs se posent des questions sur comment l'utiliser, quels vont être les modes de fonctionnement, quels vont être les risques de fraude, de répudiation, tous ces sujets-là. Bon, on va essayer d'y répondre dans notre panel ensemble. Donc pour cela, nous avons l'honneur d'avoir un panel vraiment de renom. Je vais demander à Virginie Mélène Christessen, Country Manager France d'ADN, de bien vouloir venir me rejoindre. Et Ludovic Francesconi, API, en charge de la stratégie côté API. Je vais commencer sur ADN. Donc ADN, tout le monde connaît ADN, mais je pense que c'est très intéressant de refaire un point sur qui est ADN. Alors pour cela, on a une vidéo. Qui est ADN? Donc c'est une petite vidéo en anglais sous-titrée en français, mais qui reprend les bases. Let's just say you're preparing for a highly anticipated drop that will draw millions of eager sneakerheads. Is it midnight yet? Almost. Or let's say you're an outdoor outfitter, expanding your retail footprint. Thank you so much for shopping with us. And fast. Or maybe you're launching your e-commerce site in 10 new countries. In less than 10 days. Impressive. Or you're a global software platform for thousands of restaurants, helping with payments and offering financing to weather the unexpected. That looks expensive. Now let's say you're doing all this with Adyen, financial technology that scales with the world's biggest businesses. You might say, This is beyond payments. and you'd be right. This is the future of fintech. Payments, data, and financial products all on a single platform. What do you say? Let's go. Financial technology built for agility at scale. Any scale. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus du coup qui est ADN? On a pu voir pas mal d'éléments sur la vidéo, ça donne vraiment envie. Qui est ADN et ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc ADN, c'est une société de technologie financière et on propose des moyens de paiement à des marchands et des suites de produits financiers qui autant à des grandes entreprises qu'à des plus petites entreprises à travers des partenariats et des plateformes pour des marketplaces. On a 27 bureaux dans le monde et la particularité d'ADN, c'est que nous avons créé notre plateforme à l'interne. C'est une plateforme globale qui est disponible dans tous les pays où nous avons des opérations et c'est exactement la même plateforme où que vous soyez et quel que soit le canal d'utilisation. Donc, que ce soit de l'e-commerce ou du paiement en magasin ou sur les plateformes, c'est exactement la même plateforme. Et nous développons tout. Nous n'avons jamais acquis une société. Nous préférons employer des ingénieurs qui vont pouvoir développer tous les produits dont nous avons besoin, ce qui nous permet d'être en contrôle complet de la chaîne de paiement, donc de bout en bout. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que en tant qu'ancien commerçant, déjà à l'époque, j'aurais voulu avoir ce type d'action et j'avais l'occasion de mettre en place ce type de chercher à mettre en place ce type de solution. Et vous l'avez fait. Donc, oui, on a des fondateurs qui étaient très visionnaires, qui viennent du monde du paiement, donc qui avaient vécu le fait que le marché reste vraiment séparé, que chacun fait une petite bout de la chaîne du paiement, et dit c'est pas du tout ça que l'on veut faire, on veut être en contrôle de toute la chaîne. Et ils ont commencé par créer une société qui a été rachetée ensuite par Royal Bank of Scotland. Et ADN, en fait, c'est un nom Suriname qui veut dire « do it again ». Mais ils ont dit « do it again, better ». Ah, excellent. Do it again, better. I like that. Ludovic, on a découvert API en 2020. Un ovni qui est arrivé sur le marché européen. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est API et qui est API maintenant finalement? Bonjour à tous. Donc merci de l'invitation à participer à cet événement. Alors on peut dire de différentes manières, EPI, EPI, c'est comme vous voulez, EPI.
Ce qu'il faut retenir, c'est que EPI, c'est le nom de la société. Donc, et maintenant, nous avons annoncé notre marque commerciale. Donc, ce sera Wero. Là aussi, W-E-R-O. Donc, il y aura peut-être différentes prononciations selon les pays. Et donc, je reprends effectivement un petit peu en arrière. EPI a été créé comme une initiative par les grandes banques européennes et aussi les acteurs de l'acquisition et l'acceptation en 2021. Donc on a vraiment fondé ce qu'on appelait à l'époque l'Interim Company en 2021. Il s'est passé pas mal de temps avant d'avoir une décision et de stabiliser vraiment un processus de décision pour décider de lancer concrètement le produit sur le marché. Maintenant, ça y est, c'est fait, on est sur les rails et donc on prévoit de lancer sur le marché, pour l'instant, français, allemand et belge en 2024. Suivront, mais on va en reparler tout à l'heure, suivront d'autres marchés. Mais juste, je reviens sur EPI. Qu'est-ce que c'est EPI ? Donc, initiative des banques européennes. Donc, l'idée, c'est de reprendre la main sur une solution de paiement pan-européenne pour être compétitif par rapport à la concurrence des acteurs internationaux, tout simplement. À l'époque, il n'y avait pas encore l'euro numérique, donc maintenant il y a aussi l'euro numérique dans le contexte concurrentiel, entre guillemets, même s'il peut y avoir aussi des coopérations. Et donc, je dirais, il y a trois éléments importants à retenir dans le pays. Le premier, c'est souveraineté, donc proposer une solution de paiement européenne construite par des acteurs européens pour les Européens. Et donc, avant tout, voilà, ça c'est quelque chose qui fait écho quand même beaucoup, y compris au niveau des commerçants, parce que les commerçants souhaitent avoir des solutions de paiement européennes qui permettent de gérer aussi non seulement les paiements, mais aussi les données en Europe. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une proposition de valeur qui, aujourd'hui, n'existe pas sur le marché. Alors, ce qu'on va proposer, on va en dire plus tout à l'heure, notamment pour le e-commerce, c'est sans précédent. Et effectivement, c'est complètement nouveau, basé sur l'instant payment, mais avec beaucoup de services, de cas d'usage et de services associés. Et puis, la dernière chose, c'est quand même cette puissance collective, cet effort collectif des banques européennes, qui sont vraiment hyper engagées dans le projet, qui le soutiennent à 100%. Et donc ça aussi, c'est un argument très important pour le succès de cette solution. Donc juste deux derniers mots. Donc notre mission, c'est de changer la manière dont les Européens payent. Change the way Europe pays. Et par rapport au sujet instant paiement, ce qu'on a toujours dit, c'est aujourd'hui l'instant paiement n'est pas adapté aux besoins du commerce, tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment rendre l'instant paiement, ajouter la surcouche au-dessus de l'instant paiement qui permet de vraiment l'adapter aux besoins. Donc, de trouver le moyen d'utiliser les rails instant payment pour en faire un service client. On a une petite vidéo pour expliquer un peu plus en détail le service. Payment habits are changing. Payment solutions should too. EPI delivers a modern digital payment solution that enables instant transactions directly and securely between bank accounts. Initially, EPI's solution will become available in 5 European countries, but will expand across Europe over time. This payment solution can be used for all types of payments, between friends and family, e-commerce included subscription, in-store, invoice payment, donations and more. Extra features like split the bill, buy now, pay later, e-receipts, loyalty programs and much more make EPI a truly innovative proposition. Here are some examples of how it will work. E-commerce. When shopping online, users can quickly scan a QR code and use a smooth and secure authentication flow instead of having to enter card details. Users can also benefit from additional services like buy now, pay later, or shipping details being filled out automatically. Scan and go. Want to buy something you see displayed on an ad in the metro? With the EPI's wallet, all you need to do is scan a QR code to make the purchase directly on your phone. EPI enables new commerce opportunities without the need for payment terminals. P2Pro. EPI provides the option for instant and secure transactions with professionals.
Forget about cash or checks when you go to the market hall or when you need to pay your fitness coach, music teacher, or plumber. Future use cases beyond payments. With the EPI wallet, European banks are ready to offer their customers a secure and convenient place to store and use other digitized valuables, like EID or the future digital euro. EPI is not just a new way to pay, it provides a modern platform for future innovations across all payment scenarios. EPI taps into the global trend of instant payments by leveraging the collective power of European payment industry players, including banks and acquirers. EPI works in close collaboration with the whole payment and retail ecosystem, including merchants and acceptance providers. The EPI model is open, and any interested player can join the movement now. Bon, impressionnant, mais en même temps, Ludovic, il y a déjà plein de solutions en Europe. Pourquoi avons-nous besoin d'EPI ? Le premier besoin, c'est vraiment d'avoir une solution qui permet de défragmenter le marché, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui sont des solutions domestiques, locales, qui fonctionnent pour certaines plutôt bien, pour certaines beaucoup moins bien, qui ont des couvertures différentes, etc. Et nous, on ne croit absolument pas à l'interopérabilité de ces solutions domestiques. Donc, parce qu'il y a des règles différentes, il y a des fonctionnements différents, etc. Et donc, c'est tellement complexe que ça peut pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie attente sur le marché pour avoir une solution pan-européenne. La première, une façon assez facile de comprendre ça, c'est quand on a un commerçant européen, un commerçant international ou pan-européen qui souhaite aborder le marché européen. Pour simplifier, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va adopter une solution internationale. Il va faire du PayPal, du Visa Mastercard, parce qu'il ne va pas avoir envie de se complexifier la vie avec les spécificités domestiques, entre guillemets. Et c'est seulement après, quand il va commencer à avoir des volumes sur le marché, qu'il va implémenter les différents schemes domestiques ou les solutions domestiques de paiement numérique. Donc, du coup, nous, avec EPI, on aura une solution qui sera vraiment européenne, par défaut, et qui permettra à ces commerçants d'avoir une réponse pour couvrir l'ensemble de l'Europe. Virginie, Ludovic évoque l'aspect hétérogène, difficulté au niveau de l'Europe, spécificité par pays. Comment ADN adresse ce type de problématique ? Alors, chez ADN, on écoute nos marchands. C'est-à-dire qu'on fonctionne en donnant à nos marchands, proposant à nos marchands des suites de paiements qui sont adaptés aux pays dans lesquels ils ont des opérations, et eux-mêmes viennent vers nous en disant voilà, on doit lancer un business dans tel pays, on a nos clients qui nous ont demandé de pouvoir utiliser ce moyen de paiement, donc on vous remonte l'information pour voir ce que vous pouvez en faire. Et donc si nous avons suffisamment de demandes de la part de nos marchands, nous allons étudier ce moyen de paiement ou cette nouvelle fonctionnalité et voir si ça fait du sens dans notre stratégie commerciale, si ça fait du sens aussi pour tous nos marchands d'utiliser ce moyen de paiement. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on s'adapte au marché. Je suis tout à fait d'accord avec Ludovic dans le fait que le marché européen, il y a énormément d'acteurs du paiement avec des solutions locales et c'est très important pour nous de pouvoir conseiller sans pousser, parce que c'est à la fin, c'est le marchand qui décide quel est le moyen de paiement qu'il va mettre sur son checkout, mais de conseiller aux marchands les moyens de paiement les plus adaptés par rapport au marché qu'ils ont. Et que c'est vrai, en Europe, lorsqu'on est dans les pays du Nord, il va falloir penser à l'open banking. Lorsqu'on est en Pologne, il faut mettre du BLIK. Lorsqu'on va en Espagne, on va parler de Bizum. Quand c'est en France, c'est carte bancaire. Quand c'est en Allemagne, c'est Girocard. Donc à la fin, ça devient un petit peu un supermarché des paiements lorsqu'on est sur le checkout, qui fait que c'est beaucoup d'intégration à maintenir aussi pour le marchand. Mais c'est essentiel, puisque le paiement reste quelque chose de très culturel, et que les consommateurs finaux, en fait, ont très confiance dans les moyens de paiement locaux et veulent utiliser quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Donc, aujourd'hui, oui, beaucoup de moyens de paiement locaux et qui sont utiles pour une raison d'appartenance culturelle. Donc, tout en étant global, vous avez mis en place une plateforme
unique, international, mais également en prenant en compte les spécificités des différents types de pays à la demande des commerçants. Oui, nous avons bien évidemment tous les schemes internationaux, puisque nous travaillons avec beaucoup de compagnies internationales, mais aussi avec des gros acteurs locaux. Et pour chaque pays, il y a les moyens de paiement les plus adaptés pour leur business model. Alors, comme vous êtes en forte proximité avec les commerçants, y a-t-il une vraie demande commerçant pour de l'instant payment? Comme je l'ai expliqué, en fait, ça vient du client final. C'est-à-dire que l'instant payment, ça va être demandé par le client final. Et je ne dirais pas que c'est l'instant payment, c'est l'instantanéité en règle générale. On a maintenant des clients qui, et je crois qu'on a commencé comme ça la session, les clients, ils veulent tout de suite. Ils veulent pouvoir payer tout de suite, ils veulent pouvoir être livrés tout de suite, ils veulent pouvoir faire un one-click, que ça soit sur le téléphone, quand on est dans le métro, il faut que ça soit rapide. Quand on est sur son ordinateur, il n'y a rien de pire que de faire 5 clics et puis enfin, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Que ça soit en magasin, c'est pareil, un QR code, on va vite, il faut que ça soit rapide, on n'a pas le temps. Donc l'instantanéité du paiement, elle est là, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une certaine génération qui veulent avoir tout de suite, mais il y en a d'autres qui veulent aussi prendre leur temps. Donc l'instantanéité est en train d'augmenter. C'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tous les cas de figure. Parce que dans l'instantanéité, il y a pas mal de services qui ne sont pas attachés à l'instantanéité. Et ce que je veux dire, c'est quelque chose que l'on voit arriver en France, mais qui n'est pas du tout nouveau. Et on l'a bien vu, Pix au Brésil, c'est pas la peine de faire l'e-commerce, on met pas Pix. Cash App aux États-Unis, c'est une augmentation extraordinaire. En APAC, l'instant payment, ça existe depuis longtemps. Blik, j'en parlais tout à l'heure, en Pologne, on ne fait pas d'e-commerce sans Blik. Tout ça, c'est de l'instant payment. Donc on voit bien que l'instant payment est réellement présent. Il y a une demande initiale des clients qui arrive au niveau des commerçants et les commerçants qui vous remontent ce type de besoin. Et donc vous avez déjà mis en place de différentes solutions d'instant payment. Tout à fait. Ludovic, on voit donc qu'il y a effectivement un marché qui se développe sur l'instantanéité déjà au sens large du terme, l'instant payment du coup derrière aussi. Comment vous comptez adresser concrètement la demande? Parce que c'est bien beau de dire que PI va faire de l'instant payment, etc., mais concrètement, ça va se présenter de quelle forme? Alors, déjà, on va avoir une couverture des cas d'usage qui sera assez large. Donc, premièrement, on va commencer par le P2P. Évidemment, le P2P, donc transfert d'argent entre personnes, c'est la meilleure manière de lancer une solution de paiement et c'est ce qu'on a vu sur tous les marchés avec les solutions domestiques qui sont lancées dernièrement, Bizum en Espagne, mais aussi dans les pays nordiques, avec MobilePay, Swish, Vipps, etc. Et donc l'idée, c'est d'abord construire la notoriété de la marque et de créer de l'adoption sur la base du P2P, aussi en transférant les volumes des solutions domestiques existantes qui appartiennent à nos actionnaires. Par exemple, en France, Paylib va faire une transition vers EPI, et donc on va récupérer les volumes existants de Paylib en douceur, en communiquant comme il faut vis-à-vis des consommateurs pour ne pas perdre justement les volumes et détruire de la valeur. Et donc la marque Paylib va disparaître au profit de Wero. Tout à fait. Vero. Comme tu veux, tu prononces comme tu veux. Donc voilà, et donc c'est pour dire qu'on ne part pas de rien. Et donc pareil, en Allemagne, en Belgique, donc il y aura des stratégies de transition des solutions domestiques qui appartiennent à nos actionnaires, encore une fois. Et donc ensuite, on a le e-commerce, INM Commerce, qui va effectivement apporter, on va y revenir, une valeur beaucoup plus importante sur le marché. Et ensuite, le point de vente, et puis tous les services à valeur ajoutée qui sont nécessaires pour accompagner tout ça, notamment le Buy Now Pay Later, l'intégration de la fidélité commerçant, et plus tard d'autres services, mais on y reviendra. Donc, cette logique-là de progressivité dans le lancement, elle est importante. Et après, comment on va adresser la partie e-commerce? Donc peut-être juste sur P2P. Donc il y aura du P2P entre particuliers, il y aura du P2Pro vers les professionnels, avec une offre spécifique pour les professionnels, ce qui aujourd'hui est quand même un marché qui est largement, qui n'est pas suffisamment bien adressé par les solutions de paiement. Donc tous les professionnels pour les professions libérales, les indépendants, les artisans, etc.
Et donc il y aura à la fois de l'envoi d'argent et de la demande d'argent. Donc on pourra envoyer de l'argent et demander de l'argent, ce qui aujourd'hui n'existe pas dans Paylib. Avec Paylib, on peut que envoyer de l'argent, avec des fonctionnalités additionnelles de messagerie enrichie, avec des images, des emojis, etc. Bon. Donc ça, c'est le P2P, P2Pro. Et sur le e-commerce, donc là, on va avoir une offre qui sera complète. Effectivement, quand je disais tout à l'heure, l'instant paiement aujourd'hui, ça fait que de l'instant paiement, du paiement instantané. Donc avec EPI, on va pouvoir faire tous les cas d'usage, donc tous les types de transactions, donc que ce soit du paiement one-off unique, mais aussi des abonnements, du paiement échelonné, des paiements différés, paiement à l'expédition, paiement à la livraison, réservation, précommande, etc. Tout ça va être couvert. Mais concrètement, quand tu dis que tout va être couvert, je te coupe, mais on connaît les instant payment, qui est plutôt du push payment par nature, par rapport à de la carte qui est du pool payment. Pour pouvoir faire tous ces modes de fonctionnement, moyens de paiement, etc., concrètement, comment EPI va faire quels sont les types de messages qui vont être utilisés, qui vont permettre de faire ces cas de figure? Donc on a une architecture qui sera la même pour tous les cas d'usage, P2P, e-commerce, point de vente, et aussi pour tous les types de transactions. Donc on a une architecture qui est basée sur 3 messages, basiquement. Je pense que ça parlera aux spécialistes de la monétique. Donc le premier message, c'est un message qu'on appelle de consentement. C'est-à-dire, je vais donner mon consentement pour faire un paiement, et donc avec une authentification forte, qui pourra passer soit par l'app standalone EPI, soit par l'app bancaire, en fonction du choix du client. Donc consentement, authentification forte. Deuxième message, un message de payment request, donc qui correspond à une demande d'autorisation, si on veut. Et troisième message, capture, donc pour le settlement, le règlement, qui va se faire en SCT Inst, en utilisant le scheme de l'EPC, SCT Inst, et en utilisant le CSM qui va bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chambre de compensation unique, ce sont les membres qui choisissent la chambre de compensation qu'ils veulent utiliser. Ça peut être des acteurs domestiques comme STET, et ça peut être des acteurs européens comme TIPS ou RT1 de BR Clearing. Donc après, si on revient juste sur les messages que nous on va gérer, donc le consentement et la demande de paiement, en fait après, pour couvrir les différents cas d'usage, enfin les différents types de transactions, c'est juste une question de paramétrage et de timing différents. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner mon consentement à la commande et la demande de paiement pourra être faite seulement avant l'envoi de la marchandise. Ça, c'est pour un paiement à la livraison ou à l'expédition. Pour un abonnement, je vais donner mon consentement qui correspondra au mandat au moment de la souscription de l'abonnement. Et puis, chaque fois que le commerçant va faire une demande de paiement, il va récupérer le cryptogramme du consentement dans sa demande de paiement, comme preuve que le client a bien consenti à ce paiement. Et donc, il va pouvoir faire des demandes de paiement en pool, effectivement. Et ensuite, c'est la banque qui, elle, va déclencher l'envoi du SCT Inst en push. Voilà. Donc effectivement, par rapport aux premières discussions sur EPI tout au début, vous avez mis en place tout un framework, tout un environnement de réseau de paiement. Et on voit pas mal d'analogies avec le mode de fonctionnement carte, avec la partie consentement qui pourrait être une sorte de 3D Secure quelque part. J'imagine un token pour pouvoir le réutiliser derrière dans du paiement différé, la partie autorisation, la partie télécollecte. Donc on revoit tout cet ensemble, et la partie compensation télécollecte, c'est vraiment là que la partie instant payment rentre en ligne de compte, et tout le reste est fait par EPI dans l'échange des flux. Oui, tout à fait. Les 2 premiers messages passent complètement par notre architecture centrale, EPI Services, et ensuite effectivement la demande de télécollecte ou de capture est initié via EPI, mais ensuite le règlement se fait directement par la banque. Et là, on n'intervient pas du tout dans le règlement, puisque c'est le scheme de l'EPC qui est utilisé. D'accord, voilà. C'est beaucoup plus clair. C'est là où on voit vraiment tous les différents cas d'usage que tu évoquais, qui étaient difficiles à imaginer avec du pur instant payment.
Voilà, et c'est pour ça que je disais que c'est une solution qui est complètement unique et qui n'existe pas aujourd'hui, puisque effectivement on a beaucoup de solutions d'open banking, mais les solutions d'open banking ne permettent de faire basiquement que du paiement unique, donc du paiement one-off immédiat. Il y a des initiatives effectivement pour faire du paiement récurrent, mais ça nécessite des accords spécifiques avec les banques, et ça vient en particulier au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a aussi, il faut avoir en tête que sur l'open banking, le Royaume-Uni a aussi quand même des API d'open banking qui sont beaucoup plus souples et ouverts que ce qu'on a sur l'Europe continentale, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Virginie, Adyen a beaucoup d'expérience sur le domaine de l'instant payment, mais également si on prend cette analogie pour l'instant sur le domaine des cartes, il y a également une autre approche qui est le click-to-pay sur le domaine des cartes. Oui. Qu'en pensez-vous? Parce que ça répond également à une demande marchand, je suppose, une demande marchand pour de l'instantanéité, pour fluidifier le parcours client. Qu'en pensez-vous du click-to-pay? L'avez-vous mis en place? Est-ce qu'il y a une demande marchand? Oui, on a mis le click-to-pay en place il y a peu de 18 mois maintenant, avec les schemes internationaux. Et c'était une demande marchand, mais surtout une demande de consommateur. Hein. Je parlais tout à l'heure de tout. Il faut une gratification immédiate. On ne veut pas passer de temps à rentrer les détails de sa carte, les détails de sa banque. Et donc le one-click, surtout lorsqu'on est sur un portable, on est tellement habitué à faire du one-click qu'il y avait un besoin de pouvoir faire du one-click, quel que soit le marchand chez qui on va faire des achats en fait. Et donc le click-to-pay permet de pouvoir enregistrer sa carte préférée au niveau de sa banque et de pouvoir de passeporter en fait ce moyen de paiement, quel que soit le site sur lequel on va faire des achats, puisqu'on va avoir sur la page de paiement, voulez-vous utiliser cette carte que vous avez enregistrée? Oui, clic, c'est fait. Donc oui, c'est une demande, c'est un moyen, une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Donc il y a des tractions qui dépendent du pays, encore une fois, de la maturité du pays. Il y a un peu moins mature en France, beaucoup plus mature dans les pays du Nord ou en Angleterre. On parlait tout à l'heure de la flexibilité du UK lorsqu'il vient des paiements. On voit tout de suite que ce genre de produit est beaucoup plus adopté au UK qu'en France. Mais on va vers là, on va vers le one-click, l'express checkout. Quand on parle du click-to-pay, mais on parle aussi d'express checkout, on voit beaucoup de moyens de paiement qui mettent en place de l'express checkout. Donc dès l'instant qu'on rentre sur le site d'un commerçant, on propose déjà, est-ce que vous voulez utiliser ce moyen de paiement? Clic, c'est fait. Donc si je comprends bien, c'est déjà mis en place depuis 18 mois chez Adyen. Oui. Pour l'instant, la France est en train de découvrir le click-to-pay. Oui. Je peux le dire. Non, vous n'êtes pas d'accord? Mais ça veut dire que si demain le click-to-pay arrive en France, Adyen est déjà prêt. Ah oui, nous sommes prêts. En fait, tout dépend de la banque. Donc ça va être la banque de clients qui va mettre en place ou pas le click-to-pay. Donc nous, on attend que les banques soient prêtes. Mais techniquement, on est prêt. On le fait dans d'autres pays. Maintenant, il faut qu'il y ait une adoption du côté des systèmes bancaires locaux. Excellent. Un autre sujet qui est super important pour les clients notamment, c'est tout ce qui est gestion des litiges, gestion de la fraude. Alors, clients, commerçants. Mais du coup, Ludovic, avec de l'instant paiement qui est par nature vu comme non répudiable, comment allez-vous gérer tout ce qui est problématique de litige, chargeback, tout cet ensemble? Nous, c'est... c'est pas une question piège, ça va. On est convaincu, pour être compétitif sur le marché, qu'il faut apporter la protection du consommateur et créer de la confiance du côté du client. Parce que effectivement, aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles les clients utilisent PayPal. Hein, soyons honnêtes, c'est qu'ils ont confiance et qu'il y a une protection qui est apportée par PayPal. Et donc beaucoup de commerçants nous disent, moi j'accepte PayPal, mais parce que mes clients me le demandent. Bon, voilà. Mais pareil pour les cartes. Hein, on a quand même des mécanismes de gestion des litiges sur les cartes qui sont éprouvés, qui fonctionnent bien et qui apportent de la confiance aux clients. Donc effectivement, nous, on va également fournir un mécanisme de protection du consommateur avec de la gestion des litiges en trois parties. Donc 3 étages de la fusée. Et le premier étage, c'est
déjà faire en sorte de limiter au maximum les réclamations, donc en fournissant toute l'information nécessaire au client qui lui permet de retrouver son paiement et de savoir qu'il a bien fait un paiement chez tel commerçant, donc pour limiter la friendly fraud notamment. Donc on va fournir de la data au client via son interface de wallet, et c'est aussi l'intérêt d'avoir une interface de wallet qui n'existe pas sur la carte. Donc le logo du commerçant, le nom commercial et pas simplement le nom juridique de l'entreprise, etc. Parce que souvent il y a des méprises par rapport à ça. Potentiellement, si le commerçant le souhaite, on pourrait aussi avoir le contenu du panier pour permettre au client de vérifier effectivement ce qu'il a acheté, etc. Donc déjà, de la data pour limiter au maximum le nombre de réclamations clients. Et s'il y a quand même un litige, d'abord que le client puisse contacter directement le commerçant, donc fournir les coordonnées du commerçant, avant tout. Et si jamais ils n'arrivent pas à régler entre eux leur litige, on a un mécanisme de pré-dispute qui permettra, via le wallet ou via le consumer service de pays ou de la banque, d'échanger avec le commerçant d'une manière structurée, mais directement entre le client et le commerçant. Et puis, si jamais, dernier étage de la fusée, si jamais ça ne marche pas, là, on passe sur potentiellement un mécanisme de chargeback en fonction donc, de gestion d'impayé, si c'est possible, parce que dans certains cas, ce ne sera pas possible, parce qu'effectivement, il y aura des paiements qui seront où la responsabilité sera du côté de la banque. Et donc, si la responsabilité de la liability est du côté de la banque, il ne peut pas y avoir d'impayé. Donc, c'est à la banque de voir avec son client comment elle gère la réclamation. Mais si on est dans un cas où la responsabilité est du côté de l'acquéreur, puisqu'on a un système 4 coins, je ne l'ai pas dit, mais voilà, et bien là, il peut y avoir un impayé et on a un mécanisme effectivement qui ressemble à la carte, avec la possibilité de représenter, de contester, de justifier, etc., un impayé de la part du commerçant ou de l'acquéreur. Donc tout ça est effectivement prévu. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir assurer un suivi des réclamations pour donner de l'information au client via son wallet EPI sur comment sa réclamation est suivie et quelle solution est apportée. Et avec tout ce type de mécanisme, est-ce que l'on peut supposer qu'il y aurait normalement moins de fraude, moins de risques de fraude ou de chargeback pour les commerçants notamment ? La fraude, c'est quand même une variable difficile à maîtriser. Hein. Donc là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même beaucoup de cas de fraude, notamment sur PayPal, avec des attaques d'ingénierie, de phishing en particulier, et donc c'est des choses, forcément ça va nous arriver aussi, donc ne soyons pas, faut pas se voiler la face, hein. Donc effectivement la fraude s'adapte et se développe et s'adapte aux nouvelles solutions. Donc on aura également un mécanisme de gestion de la fraude avec un scoring en temps réel de toutes les transactions qui sera réalisé et une recommandation qui sera donnée à la banque pour adapter le traitement de la transaction. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur le SCT-IN, c'est aussi l'une des faiblesses du SCT-IN. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de fraude aujourd'hui sur le SCT-IN. C'est que les banques n'ont aucun levier ou très peu de levier pour limiter la fraude, sauf à mettre quelque part des plafonds qui ont tendance à baisser par rapport aux plafonds réglementaires. Il y a un des points qui a tendance à également énerver les commerçants, c'est tout ce qui est litiges commerciaux. Donc certes, tu as parlé de PayPal, par exemple, c'est un des éléments qui agace un peu les commerçants, parce qu'il y a tous ces aspects de litiges commerciaux qui sont plutôt de leur responsabilité entre le commerçant et le client, mais pour autant, il y a le schéma de paiement ou la solution de paiement entre deux qui s'immiscent. Est-ce que EPI va avoir également une action là-dessus ? Oui, ça fait partie des motifs, des raisons de litige, effectivement. Donc il y aura évidemment les raisons pour fraude ou suspicion de fraude, mais on va aussi ouvrir la porte à des litiges commerciaux. Donc typiquement, j'ai pas reçu, ou j'ai reçu mais c'était endommagé. Donc vous connaissez l'histoire. Donc parce que effectivement, pour des raisons concurrentielles, c'est très important. Si on veut vraiment être compétitif vis-à-vis des solutions internationales, on a besoin d'intégrer cela. Mais on va l'intégrer dans ce mécanisme que j'ai décrit pour faire en sorte de gérer correctement et d'avoir un suivi
tout au long du process. Virginie, Adyen met en place, répond à la demande du marché, répond à la demande des marchands pour mettre en place les différents types de solutions de paiement, avec, donc, comme on l'a compris tout à l'heure, déjà énormément de solutions sur une base instant payment, du spécifique par pays ou par région. Est-ce qu'il est déjà prévu de mettre en place EPI au niveau d'Adyen ? Je l'ai décrit tout à l'heure, en fait, on dépend de la demande de nos marchands. Donc, pour nous, EPI est un moyen de paiement. Il va pas entrer dans les mêmes rails de sélection qu'un autre moyen de paiement, c'est-à-dire que nos marchands doivent nous remonter l'information qu'ils veulent mettre en place EPI, et c'est à ce moment-là que l'on fera l'étude du paiement par rapport à notre stratégie commerciale pour nos commerçants. Mais je suis très content d'avoir la vidéo parce que je discutais tout à l'heure, c'est la première fois que je le vois. Ouais, et donc ça m'a fait très plaisir de voir de quoi il s'agissait. Merci. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu plus d'informations sur ce qu'est EPI ou ce qui est en train de devenir EPI. Et donc avec une première stratégie qui est plutôt orientée sur les clients. Et si je comprends bien par rapport à Adyen, la première brique, c'est d'abord finalement les clients qui en font la demande aux commerçants et qui remontent ensuite au niveau d'Adyen pour le mettre en place. Tout à fait, je crois que je vais faire la comparaison avec Bissoum. Bissoum a commencé comme EPI à faire du P2P, donc personne to personne. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi, c'est devenu du P2C. Et là, les commerçants ont commencé à avoir la demande de leurs clients et nous ont contactés, on dit voilà, on voit une montée de Bissoum et on a reçu de plus en plus de demandes jusqu'à ce qu'on dise oui, on a un business case et on a mis en place, on a lancé Bissoum l'an dernier. Donc ça va suivre exactement le même process et je vois tout à fait ça, on commence par P2P et ensuite on va passer sur le P2Pro, le P2C et lorsqu'on aura une demande suffisante, on le prendra en compte pour l'offrir à nos marchands européens. Mais pas simplement européens, je dirais à nos marchands qui ont des opérations en Europe. D'accord, et peut-être même par extension, si le pays peut se développer ailleurs de l'Europe, peut-être, puisque du coup Adyen est international avec la même plateforme. Oui. C'est évidemment l'objectif, in fine. C'est plus facile avec le e-commerce qu'avec le point de vente. Mais oui, nous on veut apporter une solution aux citoyens, aux consommateurs européens. Mais après, l'acceptation peut être partout dans le monde et effectivement permettre aux Européens de payer à l'étranger. Ça fait partie aussi de la roadmap. Il y a des ambitions à plus long terme. Virginie, est-ce que tu vois l'instant payment vraiment comme une solution d'avenir ? Quel est le poids que tu vois sur l'instant payment par rapport au paiement carte ou par rapport à d'autres moyens de paiement ? Est-ce que on entend encore parfois certaines remarques qui se posent des questions sur le instant payment ? Est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas, etc. Alors peut-être plus en France et ça peut expliquer pourquoi on n'en est qu'à 3% d'utilisation, peut-être. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui a vraiment de l'avenir et qui va continuer à croître ? On parlait tout à l'heure de différences culturelles. Quand on va dans les pays du Nord, quand on va en Angleterre, ou qu'on aille au Brésil, aux États-Unis, l'instant payment, ça existe. Il y a des business cases qui sont déjà présents. Et je vais vous en partager un. Par exemple, vous êtes à l'aéroport, vous voulez payer un supplément pour vos bagages, vous voulez faire un upgrade de votre ticket. La compagnie aérienne a besoin de savoir immédiatement s'ils vont recevoir les fonds. Ils ne peuvent pas attendre d'avoir un settlement le lendemain ou 2 jours après, puisque le client est capable, a la possibilité de faire une dispute de ce paiement. Donc dans ce cas-là, et d'ailleurs on a une grande adoption de l'instant payment avec les compagnies aériennes qui veulent s'assurer que les fonds sont là, ils reçoivent la notification, ils font l'upgrade du billet d'avion ou alors on a payé pour son supplément de bagages. On a aussi dans la mobilité. Lorsque vous prenez un vélo ou une trottinette, plus à Paris, mais dans les autres pays européens, vous avez besoin de savoir que les fonds sont arrivés aussi. Donc, il y a énormément d'utilisation de l'instant payment dans la mobilité. Il y a aussi dans les paniers très élevés dans la haute joaillerie où il va y avoir une demande de réservation d'une pièce. Et là, la même chose, on ne veut pas que la personne sorte de la boutique sans avoir reçu
ces fonds pour pouvoir mettre de côté la pièce. Donc oui, il y a pas mal de cas d'usage de l'instant payment qui ne sont pas encore présents en France, mais qui sont dans d'autres pays européens. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on parle de carte de débit et carte de crédit, mais dans le futur, on aura sans doute plutôt de l'instant payment et du buy now, pay later. Et l'instant payment peut répondre à tous les use cases, tous les cas toutes les demandes, ou il y a également des moments où l'instant payment ne fonctionnera pas? Non, je ne pense pas que ça soit... Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit adapté par rapport aux produits qui sont présents sur le marché, parce qu'on vient d'en parler, il n'y a pas tous les services autour. Il n'y a pas le service des réclamations pour les clients finaux qui ont besoin d'avoir cette possibilité de pouvoir disputer une transaction. Il y a le fait que lorsque l'on veut pouvoir différer un paiement pour X ou Y raison, si on passe sur un autre produit, là on va passer par un credit score, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas un one click pour s'enregistrer, même si on va vers là. Donc il y a l'avenir, oui. Maintenant, on n'y est pas encore, et il y aura besoin de tous ces services ajoutés dont on vient parler. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas tous ces services ajoutés, et on le voit avec les super apps. Les super apps, en fait, elles fonctionnent parce qu'elles offrent tous ces services ajoutés. Alors, par rapport à tous ces super apps et autres, on a souvent tendance à quelque part un peu opposer EPI avec l'instant payment par rapport à la carte. Quels sont les vrais concurrents de pays dans ce cas-là? Est-ce que c'est bien la carte? Est-ce que ce sont les solutions domestiques? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui seraient plutôt vues comme concurrents de pays? Moi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les concurrents de pays, c'est vraiment les systèmes de paiement internationaux. Donc, on est plutôt, avec les solutions domestiques, sur les pays dans lesquels on sera présent, on est plutôt dans une logique de coopération, enfin les solutions domestiques des banques, je parle, qui sont maîtrisées par les banques. Évidemment, en France, il y a des solutions domestiques qui sont indépendantes. Par exemple, prenons Lydia. Effectivement, la concurrence, elle est diverse et variée. On est sur le paiement, donc on ne peut pas dire qu'on ne sera pas, à un moment donné, concurrent de la carte. Mais si on prend l'exemple de la France, nous, on voit plutôt dans l'écosystème français une coopération avec CB, par exemple, pour être complémentaire par rapport aux offres qu'on peut faire au marché. Donc voilà, il y a des logiques de coopétition, et effectivement, on sera aussi beaucoup en concurrence, et parce que c'est les commerçants aussi qui nous comparent aux solutions d'initiation de paiement basées sur l'open banking. Et donc, un commerçant qui veut faire de l'instant paiement, aujourd'hui, il a, entre guillemets, que les solutions d'open banking. Nous, on va apporter une solution alternative avec une valeur ajoutée beaucoup plus riche, une proposition de valeur complète. Et donc, effectivement, on peut dire aussi qu'on est concurrent avec l'open banking. Alors, par rapport à cela, justement, tu as évoqué tout à l'heure, on a parlé du moyen de paiement EPI, mais il y a également une application, un wallet. Est-ce qu'il y a d'autres types de services prévus dans ce wallet? On parle en ce moment au niveau européen d'identité digitale ou d'euro numérique. Est-ce que ce sont des sujets qui sont prévus aussi dans EPI? Oui, alors dans la roadmap, oui. Alors après, je suis prudent sur les timings. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a une date cible qui est sur laquelle on a un engagement de tous nos membres pour le lancement du P2P. C'est fin juin 2024. Donc fin Q2 2024. On a un premier lancement en France, Belgique et Allemagne. Et ensuite, le e-commerce viendra plutôt début 2025. Et puis, donc c'est une date qui reste à adapter, à valider. Et puis ensuite, le point de vente. Et dans le cours de l'année 2025, on va commencer à apporter des services à valeur ajoutée. Donc les premiers services à valeur ajoutée seront le BNPL, évidemment, parce que là, il y a une forte demande. Et donc le BNPL, c'est pas une solution EPI, en fait. C'est juste, entre guillemets, le wallet EPI qui sera un canal pour les banques, donc qui permettra aux banques de pousser des solutions de financement instantané à leurs clients. Donc on pourra du coup payer en 3 fois, comme on l'a vu dans la vidéo, ou en plusieurs fois. Et donc ça pourra se faire au moment du paiement ou post-paiement.
Donc, après, il y aura aussi des services de tickets enrichis, donc dématérialisation du ticket. Il y aura des services d'intégration de la fidélité commerçant, parce que c'est quelque chose qui nous est demandé aussi. Et plus tard dans la roadmap, effectivement, on envisage d'accueillir d'autres moyens de paiement. Donc, parce qu'effectivement, on a le moyen de paiement EPI, on a dit. EPI est un scheme. On crée un moyen de paiement à compte à compte basé sur le SCT Inst. Donc on aura le premier moyen de paiement qui sera embarqué dans le wallet EPI sera le moyen de paiement EPI. Mais on pourra aussi accueillir d'autres moyens de paiement. Donc, des titres restaurants, typiquement, c'est quelque chose qui est très demandé par les commerçants, plutôt en point de vente. Des cartes, potentiellement. C'est une option qui est ouverte. Mais aussi l'euro numérique. Potentiellement, demain, si l'euro numérique se limite, entre guillemets, à être un moyen de paiement, une nouvelle devise, on pourra l'intégrer pour l'utiliser dans le wallet EPI. Et ensuite, il y a aussi les sujets de type identité numérique, donc qui sont évidemment très importants aussi, pour compléter les usages de paiement. Donc, il y aura des services qui arriveront plus tôt, comme la vérification de l'âge, juste pour permettre de prouver que j'ai bien plus de 18 ans. Donc ça, c'est des services qui sont importants. Enfin, on en voit dans le débat public en France en ce moment. L'accès à Internet pour les mineurs est quand même très discuté. Donc c'est des services qui sont importants. Et puis, pour compléter d'autres types de cas d'usage, on pourra aussi fournir par la suite des éléments d'identité certifiés, de pièces d'identité, quand je loue une chambre d'hôtel, quand je loue une voiture, etc., pour permettre de compléter le parcours client et d'apporter une valeur supplémentaire aux commerçants. Alors c'est extrêmement impressionnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie ambition, une trajectoire, devenir une sorte de super app européenne que l'on n'a pas réellement. Donc, on ne s'appelle pas super app, mais oui, l'ambition est importante. Après, ça va prendre un petit peu de temps. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Donc déjà, de toute façon, pour que ce soit pris en compte et que ADN puisse s'y intéresser, il faut déjà que les clients l'utilisent. Et donc pour être très clair, à partir de quand les clients vont pouvoir l'utiliser ? Fin juin 2024. Fin juin 2024. Donc on a des banques qui pourront commencer à lancer donc sur les 3 marchés à partir d'avril 2024. Et effectivement, on prévoit un lancement commercial avec une masse critique des banques sur les 3 marchés pour fin juin, début juillet. Et certaines banques ne seront pas forcément prêtes à ce moment-là, mais on aura en tout cas la masse critique pour lancer sur le marché. Merci à tous les deux, c'était extrêmement intéressant, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Si j'essaie de faire un rapide résumé de la discussion. Côté ADN, donc on a une plateforme totalement internationale qui répond à l'ensemble des besoins à la fois internationaux et domestiques, avec la mise en place des différents systèmes de paiement au niveau domestique, selon la demande des commerçants. Et ça, c'est un autre point important. La mise en place d'une relation spécifique avec le commerce pour avoir la remontée des besoins et la prise en compte de ces besoins et implémentée dans cette plateforme unique totalement contrôlée par ADN. C'est ça. Et donc la partie EPI, ce sera si les clients et les commerçants le demandent. C'est exact. Ce qui me permet d'aller du côté de Ludovic, en termes de résumé, beaucoup d'ambition sur ce fameux wallet moyen de paiement européen. On en voit maintenant un peu plus de concret, on voit que c'est en train d'arriver, avec une échéance pour juin de l'année prochaine, pour commencer, que les clients puissent réellement l'utiliser. Une vraie ambition avec la mise en place d'un vrai schéma de paiement qui reprend les différents use cases du domaine des paiements, les aspects de validation, de paiement différé, de gestion de la lutte contre la fraude et la fraude également. Donc tout cet environnement qui a été pensé, et donc on comprend que tout le travail depuis la mise en place de pays a permis d'arriver et aboutir à cela. Et puis bien sûr après des velléités de pouvoir faire beaucoup plus avec d'autres services à valeur ajoutée. Est-ce qu'on est à peu près bon ? Merci Arnaud, c'est parfait. Je vais juste me permettre de rajouter un petit mot parce que je l'ai pas dit et c'est quand même important par rapport à l'ambition européenne. Parce que j'ai parlé effectivement de France, Allemagne, Belgique, mais vous avez peut-être vu qu'on est en
train de finaliser le rachat de iDeal aux Pays-Bas. Donc effectivement, ça faisait partie du package pour intégrer les banques hollandaises dans le projet. Et iDeal, c'est quand même la première solution de paiement aux Pays-Bas pour le e-commerce, 70% des paiements e-commerce. Et il y aura aussi une migration d'iDeal vers EPI. Donc ça veut dire que ça va arriver un tout petit peu plus tard, mais après les 3 premiers marchés, on aura les Pays-Bas et aussi le Luxembourg, parce qu'on a aussi la solution Payconiq Luxembourg qui a été reprise. Et puis l'objectif, c'est ensuite, une fois qu'on aura permis de montrer le succès de la solution sur ces 5 marchés, d'étendre progressivement sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors du coup, je rebondis là-dessus. Je présume, si j'ai bien compris le mode de fonctionnement d'ADN, iDeal doit déjà être mis en place, certainement. Oui, on est une société hollandaise, donc iDeal Voilà. a été mis en place dès le début. Oui. Donc ça veut peut-être dire aussi que quand il y aura la finalisation du rachat, la migration, il y a déjà des briques qui vont pouvoir certainement en servir. Donc finalement, ADN presque compatible, presque, peut-être. En fait, on va pas réutiliser la plateforme d'iDeal. On est comme ADN, on développe en interne complètement la plateforme avec un nombre limité de fournisseurs externes. Et donc, on va réutiliser la connaissance et donc l'expertise d'iDeal et de Payconiq International, mais la plateforme sera complètement nouvelle. Donc après, il y aura une migration, effectivement, qu'on souhaite la plus fluide possible, côté consommateur et côté marchand, mais ce ne sera pas la même solution. Merci à tous les deux. J'ai vraiment l'impression, en ayant eu cet échange, qu'on est au début de quelque chose d'un petit peu nouveau, une évolution du domaine des paiements, à la fois avec EPI, avec Wero, avec tout l'environnement qui est prévu, ADN qui est prêt à répondre à la demande des marchands également, avec énormément de flexibilité aussi pour répondre à cet écosystème et ces demandes. J'ai vraiment l'impression qu'on est à un début de quelque chose, qu'on est en train finalement de voir apparaître quelque chose sur le marché. C'est super excitant. Ouais, mais... Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation super intéressante. Première question pour EPI. L'année d'apparition n'est pas anodine. 2020-2021, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ce qui s'est passé pendant la crise du Covid a été un facteur déclenchant ? Alors, j'avoue que personnellement, je n'étais pas impliqué dans les hautes sphères de la décision pour lancer la société intérim, mais je présume que ça a été un élément déclencheur. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait eu des projets précédents. Hein, donc, il y avait eu le projet Monnaie quelques années auparavant qui n'avait pas débouché. Et là, effectivement, on avait un alignement des planètes vraiment important. Et donc au début, il y avait même d'autres communautés qui étaient dans le projet. Hein. Il y avait des Espagnols qui sont partis après, etc. Bon, finalement, au début, il y avait de la carte. Maintenant, il n'y a plus de carte. C'est que du paiement numérique avec un wallet et de la compte-to-account. Donc il y a eu une évolution, mais effectivement, je pense que la pandémie a été aussi un facteur facilitant pour y aller. Parce qu'il y a eu une croissance très importante des usages numériques pendant cette phase-là et qui perdure en fait. Donc on voit que ça a permis de passer un cap et donc d'aller de plus en plus sur des usages numériques. Voilà. Bonjour, alors ce serait pour Adiane et pour EPI. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Des coûts aussi à la transaction du côté commerçant. Ma question c'est est-ce qu'on peut imaginer du cashback, un avantage pour les utilisateurs et quid du coût à la transaction pour les commerçants? Quel type de pricing, ou est-ce qu'on parle beaucoup d'open banking avec des coûts à la transaction qui sont beaucoup plus faibles que par carte? Quel est un peu votre sentiment Je vais laisser Ludovic répondre parce qu'en fait, je vais dépendre de son pricing. Donc, je pense que...
Sur EPI, nous, notre ambition, c'est de proposer un modèle économique vertueux à la fois, équilibré, à la fois pour les commerçants et donc les acquéreurs, mais aussi pour les banques, parce qu'il faut que les banques soient motivées pour le proposer à leurs clients et pour le pousser. Donc c'est un jeu c'est toujours un petit peu complexe. On a un modèle économique alternatif, on n'utilise pas du tout l'interchange, on ne parle pas du tout d'interchange dans le pays. Alors non, mais en fait nous, on ne s'occupe pas du tout de l'instant payment. L'instant payment, c'est l'affaire des banques. Nous, on a rajouté un modèle économique sur la base, pour couvrir les services qui sont fournis par EPI aux banques et aux acquéreurs. Donc, puisqu'on a un système 4 coins, nos clients, entre guillemets, ce sont les banques et les acquéreurs. Et donc, pour répondre simplement à la question, je ne vais pas tourner autour du pot, notre objectif, c'est d'être moins cher que les cartes, mais quand même d'offrir un modèle économique vertueux. Donc oui, c'est clairement l'objectif. Bonjour. En vous écoutant, je comprends que finalement l'enjeu c'est le consommateur et l'utilisation par le consommateur. Comme disait Adienne, ils ne l'implémenteront que si les marchands le demandent et donc si les consommateurs le demandent. Dans ce sens, démarrer avec le P2P a du sens. Par contre, je me demande qui va être en charge de la promotion auprès finalement du grand public. Est-ce que c'est EPI? Est-ce que ce sont les banques? Avec notamment un enjeu peu particulier en France dans l'usage du QR code, à mon avis, sur le paiement. Les deux. La réponse, c'est les deux. On aura notre propre marketing, communication centralisée avec des moyens assez importants. Je pense que c'est des moyens qui n'ont jamais été connus dans des solutions bancaires jusqu'à présent, avec en plus la possibilité de mutualiser sur plusieurs pays, ce qui est aussi nouveau. Mais bien sûr, on va profiter de notre avantage, comment dirais-je, notre avantage concurrentiel. Je trouve plus le terme, mais c'est pas grave, qui est en fait de pouvoir avoir la puissance collective des banques derrière. Donc effectivement, les banques vont également faire et sont engagées à faire la promotion de pays de manière individuelle, que ce soit via des campagnes sur du paid media ou sur leurs propres médias. Et donc oui, ce sera un effort collectif. Et on est conscient qu'il va falloir, entre guillemets, mettre le paquet, parce qu'on n'arrive pas dans les premiers, voire le contraire. Et donc, effectivement, il va falloir bien communiquer aux clients sur cette nouvelle marque, parce que c'est quand même une nouvelle marque, et sur la nouvelle solution, même si, effectivement, il y a des opportunités de migrer des clients existants. C'est quand même quelque chose de très, très important. Et ce sera très, très important pour ensuite convaincre les commerçants d'y aller sur la base des utilisateurs actifs qu'on aura pu convertir. Dans ces aspects de promotion, est-ce qu'il y a également un plan d'action auprès d'acteurs comme Adienne, justement, pour inciter ou proposer à Adienne de mettre en place? Est-ce que c'est également prévu du côté EPI? Alors moi, je vais vous répondre de la position d'Adienne. On est complètement agnostique du côté des paiements. C'est-à-dire qu'on propose des moyens de paiement internationaux et des paiements locaux, mais c'est vraiment nos marchands qui nous demandent. On ne va pas mettre en avant un moyen de paiement plus qu'un autre. On est vraiment agnostique sur les paiements. Et on le restera, c'est notre rôle. Mais on discute avec Adienne pour répondre à tes questions. Mais c'est vrai que l'on voit de plus en plus de commerçants qui mettent en place des plateformes d'orchestration ou d'autres moyens de paiement d'autres moyens pour pouvoir mieux gérer leur système de paiement et d'adapter la proposition du paiement par rapport aux clients. D'où l'importance pour Adienne, je présume, d'être agnostique par rapport à cela, pour laisser le choix aux commerçants dans les moyens de paiement qu'il veut proposer. Et ce qu'on voit de plus en plus dans le parcours client, d'être capable d'adapter en fonction du risque, en fonction est-ce que c'est un nouveau client ou pas, est-ce que c'est dans le cas d'une marketplace ou d'une marque propre ou des franchisés. Donc il y a tout cet environnement et cet écosystème qui doit être pris en compte. Oui, c'est pris en compte et puis aussi la législation est prise en compte. Donc on doit pouvoir présenter de façon égale tous les moyens de paiement. Oui. Alors la législation le précise justement, on a cet aspect-là sur le choix de la marque.
On va le retrouver également sur les différents types de moyens de paiement. Ça, c'est un point qui est un peu plus ambigu. Quel moyen de paiement mettre en avant? Est-ce qu'on peut mettre en avant un paiement par carte, un PayPal, un instant payment et autres? Dans la partie législation, on ne trouve pas forcément cela. Non, alors du côté des cartes, il y a une législation très claire sur le choix de la marque, et on laisse la possibilité aux marchands donc on a des outils qui permettent de faire le choix de la carte. Après, de l'ordre des paiements sur un checkout, lorsqu'on est en e-commerce, nous n'avons pas la main dessus. C'est le marchand qui décide, mais il y a aussi des législations. Quand on va dans les pays du Nord, par exemple, on ne peut pas mettre en avant le crédit avant le débit. Quand on va en Suède, c'est une législation qui est sortie il y a 2 ans, où il était impossible de mettre le crédit avant le débit. Mais ça, encore une fois, on laisse le choix au marchand, parce que quand on parle de express checkout, il y a des activités autour qui sont faites par les moyens de paiement, mais nous n'intervenons pas. C'est le choix du marchand de mettre, il peut mettre en haut à gauche, en bas à droite. On sait qu'est-ce qui fonctionne le plus, et on peut montrer ce qui fonctionne le plus, mais c'est le choix du marchand. Vraiment, l'objectif, c'est de fournir un maximum de flexibilité au niveau du marchand pour qu'il s'adapte à son métier, à son environnement, et que ça réponde vraiment au business qu'il veut faire et à sa relation avec le client. Oui, tout en restant dans la législation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'amende par la suite. Très bien. Oui, bonjour, Bertrand Pinault, Mercatel. Merci à tous les trois pour cette présentation. On avance, on suit EPI bien évidemment depuis longtemps chez Mercatel et on est heureux de l'accompagner. La question des coûts a été abordée, donc j'ai bien entendu. Il y a cet aspect QR code qui est quand même très nouveau en France, ça dépend des pays évidemment. Et moi ma question effectivement elle s'adresse à la fois aux deux parce qu'il y a quelque part un autre wallet entre guillemets qui est hyper plébiscité par les consommateurs, qui est Apple Pay, qui est une fluidité que ce soit en e-commerce ou en proximité. Donc il va falloir adresser ce point-là en France. Et j'avais une question d'ailleurs sur les Pays-Bas que vous connaissez certainement mieux. Est-ce que le fait que la culture des paiements aux Pays-Bas soit basée déjà sur des wallets et du virement fait en sorte que Apple Pay a moins de poids aux Pays-Bas qu'il peut l'avoir en France, ou qu'il a progressé moins vite vu cette culture du QR code qui est déjà très présente, alors qu'en France le NFC est quand même permet un parcours extrêmement fluide pour les possesseurs d'iPhone et d'Apple Pay. Je suis résidente aux Pays-Bas, donc j'utilise beaucoup les moyens de paiement des Pays-Bas. iDeal, c'est vraiment l'e-commerce. Donc dès l'instant qu'on va se retrouver dans les magasins, on ne peut pas utiliser iDeal, on va se retrouver avec les wallets. Dans les transports, c'est la même chose, ça va être du NFC. Il n'y a pas encore cette version d'iDeal ou du QR code. Et ça reste quand même beaucoup plus rapide de faire un one-click sur le téléphone que ce n'est de prendre le QR code et de rentrer dans sa banque. Il y a plusieurs étapes. Mais c'est surtout ça, c'est que iDeal, c'est du commerce pur. Proximité également. Ouais, non. Alors, on a la Belgique qui est un peu différente, effectivement, où le QR code en proximité est plus implanté en Belgique aussi avec Payconic, Buy Mon Contact. Et donc, ils ont déjà ces habitudes qui sont installées, effectivement. Mais ce n'est pas le cas aux Pays-Bas, je suis d'accord. En P2P aux Pays-Bas, c'est un autre produit qui s'appelle Tiki. Et là, il y a le QR code, mais c'est vraiment de personne à personne. D'accord. Bon, bref, sur le parcours, il va falloir lutter avec des parcours aussi fluides que celui d'Apple. Oui, après, je pense que... Il y a aussi une stratégie d'adoption progressive du QR code, parce que nous, on va commencer à l'introduire déjà sur le P2P et le P2Pro. Donc, effectivement, on pourra faire une demande de paiement avec un QR code, donc, ou envoyer soit de manière physique, soit envoyer un QR code, comme le fait Tiki aux Pays-Bas, via WhatsApp ou via SMS. Donc, il y aura juste à flasher le QR code et à accepter la demande de paiement. Donc, ça, déjà sur P2P, P2Pro. Ensuite, sur le e-commerce, on l'a vu dans la vidéo, quand on fera des achats sur desktop, quand on cliquera sur le bouton Wero, on aura un QR code la première fois. On devra le flasher avec son application Wero, que ce soit l'application standalone ou l'application bancaire, pour la première fois. Et ensuite, les fois d'après, quand je vais cliquer, j'aurai une notification directement sur mon wallet. Donc ça permet d'appairer en fait sans avoir à entrer un identifiant. C'est quelque part un identifiant du wallet qu'on transmet qui permet d'appairer le commerçant via un browser donné avec le wallet en question. Et après, si on parle
de paiement point de vente, clairement, là, nous, notre stratégie, c'est le QR code. On est vraiment... c'est la priorité, même si on n'est pas fermé au NFC. Mais aujourd'hui, on sait bien que le NFC, il y a encore des barrières à l'utilisation d'autres wallets sur les iPhones, même si on y travaille, enfin, la DG Comp y travaille, et donc, mais on ne peut pas miser dessus pour le moment. Donc clairement, le QR code. Mais quand on discute avec les commerçants, on sent qu'il y a vraiment eu un changement, y compris en France, et que les commerçants il y a une vraie attente sur le QR code, et à la limite, ils préfèrent le QR code par rapport au NFC parce qu'ils le maîtrisent, parce que c'est des solutions qui sont complètement embarquées dans leur système d'acceptation, dans le système d'encaissement, et ils sont du coup moins dépendants du terminal de paiement, ce qui a plein d'avantages. C'est qu'on peut aussi faire du paiement QR code partout. On n'a pas besoin d'un terminal de paiement, donc on peut en déployer de manière ubiquitaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le NFC. Je vais prendre ma casquette d'ancien commerçant du coup. J'ai vu arriver le QR code notamment en Chine au départ. Alors qu'en France, on était vraiment, et puis en Europe, vraiment à se dire qu'il faut faire du NFC. Le QR code, une fois qu'on l'a implémenté, on l'avait implémenté en Chine, et ensuite on avait commencé à voir pour l'implémenter également en France et en Europe. Et c'est vrai que le QR code, on peut l'utiliser dans tous les cas de figure. On peut avoir des brochures, on peut avoir des supports même imprimés pour utiliser le QR code et faire des échanges. C'est absolument intéressant et passionnant dans ce cas-là. On n'est pas obligé de le faire sur un terminal. Et c'est vrai que du coup, la mentalité a évolué. Les terminaux n'étaient pas capables, à un moment donné, de générer proprement des QR codes. Les douchettes n'étaient pas capables de lire également des QR codes. Mais tout ça, ça a changé depuis. Normalement, théoriquement, tous les commerçants ont le matériel pour. Et effectivement, ça permet de rajouter pas mal d'informations, de faire de la fidélité également. Les clients ont appris à l'utiliser, le QR code. Ils ont découvert cela, notamment avec la pandémie. Donc ça a été un moyen d'utiliser le QR code. Donc c'est rentré dans les mœurs, pas forcément pour du paiement, mais en tout cas, on connaît le QR code et le principe et le geste également. Donc depuis, il y a énormément de choses qui ont évolué. Le sans contact est quand même très intéressant parce que c'est quand même très rapide quand on l'utilise sur un cas de figure bien spécifique, avec un équipement spécifique. Le QR code est un peu plus complexe, et Virginie, tu l'évoquais juste avant aussi, en termes d'utilisation, mais d'un autre côté, plus utilisable de façon plus globale également. Les deux se valent, et si EPI fait du sans contact à un moment donné aussi, ça peut devenir intéressant, dans les parcours magasins en particulier. Catel va un peu truster la matinée, mais pour ce type d'évolution, ne négligez pas les éditeurs de systèmes de caisse. Puisque la réforme de la facturation électronique, plus le e-reporting, même s'il y a eu un report, plusieurs échéances vont se percuter et pour réussir, il faut absolument les associer. C'est un bon point. Moi, en fait, j'ai une question pour Ludovic. On a parlé de P2P, on a parlé de P2Pro, et qu'est-ce qu'on est du B2B ? On est souvent focalisé sur le consommateur, mais on couvrira, et c'est prévu déjà dans le rulebook EPI, les échanges B2B, que ce soit en Pro2P, Pro2Pro, mais aussi en e-commerce ou en point de vente. Donc on aura la capacité d'avoir des comptes entreprises éligibles à EPI. Et donc après, ce sera la décision de chaque banque de dire quels sont les comptes exactement qui sont éligibles à EPI. Mais les comptes entreprises sont dans le scope, je confirme. Mais après, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond à ma question parce qu'on aura quand même une évolution du côté des paiements qui s'intéresse de plus en plus au B2B, parce que c'est vrai que quand on est au B2C, il y a beaucoup de choix, mais quand on arrive au B2B, on reste avec du SEPA et quelques fois de la carte, mais c'est ça. Et il y a une demande grandissante, que ce soit du Buy Now Pay Later, de l'Instant Payment. Donc je voulais voir quelle était votre position dessus. Ouais, et puis ce que j'ai pas aussi trop mentionné, mais ce qu'on est dans la vidéo, c'est qu'on aura aussi le paiement de facture. Donc que ce soit de la facture papier, de la facture électronique, on peut ajouter un QR code, comme ça se fait beaucoup aux Pays-Bas d'ailleurs déjà. Oui, tout à fait. Et donc ça permet de faciliter, mais on peut aussi envoyer le même lien, parce que finalement un QR code c'est une URL. On peut envoyer le même lien via tous les réseaux ouverts, via email, etc. Et donc on a du payment link
qui sera aussi inclus dans la solution à la base, dans la solution e-commerce, y compris pour du paiement de facture. Donc ça permettra aussi de faciliter les différents cas d'usage et les parcours. Peut-être la disparition du type en France. Ça existe encore. et du chèque, oui. Et aussi du chèque, oui, tout à fait. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Charlotte tout à l'heure, sur la partie facturation, à partir du moment où il y a du B2B, il y a également prévu la possibilité de faire véhiculer les informations de facture également, en même temps que le paiement? Non. Non, ça c'est pas prévu pour le moment, mais si les commerçants, si les facturiers nous le demandent, bien sûr, ça s'étudie. Mais par rapport au B2B, il y a aussi des besoins spécifiques, effectivement, pour les entreprises. Quand on parle de services comptabilité, donc il y a des sujets spécifiques d'authentification forte, où en fait, il faut potentiellement avoir une authentification forte qui soit partagée. Et là, c'est les banques, c'est aux banques aussi de proposer des solutions adaptées par rapport à ça. Mais il y a déjà des solutions sur la carte, sur les cartes entreprises qui existent, et je pense que ce ne sera pas un problème. Merci à tous, merci beaucoup, merci Virginie, merci Ludovic, c'était passionnant, on a appris énormément de choses, vraiment un grand merci. Un grand merci à tous, et encore merci. Merci beaucoup.